Contact extraterrestre avec la planète Ariane. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec Ariane orbitant Aldébaran, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. Partie 2. Le voyage vers Arola connut plusieurs incidents. Une collision évitée, une panne grave causant des morts, et la création d'un robot technicien pour les réparations. Après 110 ans, ils atteignirent enfin ce système, explorèrent plusieurs planètes par des sondes avant leur arrivée et choisirent la 5e pour s'y installer, semblable à leur monde d'origine, qu'ils appelèrent Nouvelle-Chrétène. Une panne les força à laisser leur vaisseau en orbite pendant qu'ils s'installèrent au sol, et le vaisseau demeura près d'1 million d'années en orbite avant d'être détruit. Ce monde, dans le système Arola, qui est notre système solaire, devint leur nouveau foyer. La planète qu'ils ont appelée Nouvelle-Chrétène était située autrefois entre Mars et Jupiter. Ce monde était prospère et pacifique. Ils bâtirent des villes florissantes, il s'écoula beaucoup de temps, et ils finirent par oublier leurs origines spatiales, surtout après que leurs vaisseaux porteurs soient devenus hors d'usage et les navettes pour le relier au sol passées à l'abandon. Le voyage spatial ne fut plus d'actualité, et les ports en navettes transformés en parcs. Les connaissances furent oubliées avec le temps, mais heureusement toutes conservées dans des archives microélectroniques. La redécouverte de ces archives anciennes plus tard relança leur désir d'exploration. En 50 ans, ils retrouvèrent leurs anciennes connaissances et purent reconstruire des vaisseaux grâce aux métaux de leur lune, dont le chiratine, et relancèrent les voyages interstellaires. Note: d'autres récits sur Terre la nomment Tiamat, entre autres divers noms qui fut donné à cette nouvelle Chrétène. À noter que le nom Chrétène est systématiquement appelé Satanis dans la traduction anglaise du livre. Donc la planète pourrait aussi porter ce nom, proche du nom Satan. À savoir que dans d'autres contacts, comme par exemple celui d'Orfeo Angelucci, cette planète est appelée Lucifer, qui est un nom très lié à Satan. Il y a des informations croisées intrigantes sur le nom de cette planète. Ils lancèrent alors une expédition vers la Terre avec leur nouveau vaisseau, planète semblable à la leur et dans le même système. Après avoir atterri dans un cratère volcanique, ils fondèrent Vada une station de recherche avec plusieurs villes, abritant près de 3 millions d'individus. Lors de leurs explorations, ils découvrirent des humanoïdes primitifs. Les recherches génétiques ont permis aux Chrétiennes de constater que les races d'hominidés terriens étaient le résultat de manipulations génétiques d'autres races spatiales avant eux, qui avaient permis d'éviter leur extinction par leur adaptation aux divers changements climatiques entre autres. Ces hominidés terriens étaient donc le produit génétique de la race humanoïde qu'on retrouve un peu partout dans l'univers, comme le sont les Chrétiennes. Dagolo dispose d'archives du passé provenant des diverses phases de leur alliance, permettant de savoir ce qu'il en est. Voilà l'histoire du passé. Il montre en image à Andreas il y a 70 millions d'années, de gigantesques sauriens sur Terre, et des hominidés, vivant en chasseurs, ayant des habitations, visant le feu, ayant des bateaux. Les hominidés existaient sur Terre depuis 125 millions d'années avant cela, sans que cette première origine ne soit expliquée à Andreas, ni s'étaient divisés progressivement en une race des marais et une race des forêts. Ils restaient peu nombreux à cause des maladies et d'une faible fertilité. Les habitants des marais, plus robustes, palmés et très forts, chassaient surtout dans l'eau, tandis que les forestiers vivaient davantage sur la terre ferme. Les deux races échangeaient nourriture et outils, et bien que certains hommes des marais s'unissent à des femmes des forêts, leurs descendants étaient toujours stériles. Toutes deux maîtrisaient le feu et construisaient de grandes huttes communautaires, ovales chez les forestiers et carrées chez les marais. Les deux groupes utilisaient des armes en bois, os ou kers, mais les chasseurs des marais se déplaçant sur des radeaux et affrontant plus de dangers étaient les plus habiles. Il y a 70 millions d'années, une civilisation extraterrestre est arrivée pour exploiter intensément des ressources minières sur Terre. 35 villes rassemblaient plus d'1 million d'êtres venus avec leurs vaisseaux mères autour de vastes mines où l'on extrayait un minerai unique, un alliage naturel mêlant aluminium, manganèse, fer, cuivre, argent, or, étain, nickel et d'autres éléments, indispensable à la rénovation de la coque de leur gigantesque vaisseau mère, et qu'on ne trouvait qu'en un seul endroit sur Terre d'après leur capacité de détection souterraine. Pour obtenir une main-d'œuvre nombreuse, ils tentèrent de modifier génétiquement les races locales d'hominidés terriens existant déjà. Après avoir essayé avec le matériel génétique de plusieurs autres races, ce fut seulement grâce aux gènes fournis par les Baliens qu'ils purent créer une nouvelle espèce hominidée, robuste, intelligente, proche des humains actuels mais à la vie courte, seulement 40 ans d'espérance de vie.
Mais lorsque l'exploitation ne fut plus rentable, ils quittèrent la Terre, laissant cette population hybride de quelques milliers d'êtres qui avaient déjà été à leur service et connaissaient leur écriture se multiplier, remplacer les espèces originelles des marais et forêts qui s'éteignirent. Puis ils ont muté, au bout d'environ 4 millions d'années. Les descendants de vers velus, à front fuyant et fragile face aux maladies, frôlant l'extinction avant que les derniers survivants ne se réfugient dans les forêts et ne repeuplent lentement la planète au cours des centaines de milliers d'années suivantes. Il y a 65 millions d'années, il y eut une catastrophe. 3 astéroïdes furent détectés par le réseau palien qui se dirigeait vers la Terre. Note, on peut supposer que les paliens se sont intéressés à la Terre suite au fait que la race des terriens était issue de ces gènes par le passé. Les paliens lancèrent une interception, et 2 astéroïdes furent déviés, mais le 3e tomba quand même sur Terre, provoquant une catastrophe dévastatrice et anéantissant des millions d'années de travail évolutif sur Terre. Il est la cause d'extinction des dinosaures probablement. Toutefois, quelques rares survivants terriens sont encore là, après, donc la race est sauvegardée et tout n'est pas perdu. Lorsque les Chétènes sont arrivés sur Terre des dizaines de millions d'années après tout cela, ils découvrent cette race d'humanoïdes provenant de manipulations génétiques passées. Des chercheurs Chétènes, motivés par le désir de créer un être plus conforme à leur idée, lancent des expériences génétiques, d'abord interdites, provoquant des conflits internes et la fermeture des laboratoires terrestres. Les recherches se poursuivent ensuite sur la planète Chétène, où ils créèrent plusieurs lignées d'hominidés modifiés. Certains prototypes issus de matériel génétique Chétène, conçus pour leur ressembler, tombèrent malades sur leur planète à cause de l'atmosphère, mais prospérèrent en revenant sur Terre, devenant très intelligents et intégrés à leur service. Ces enfants modifiés apprirent leur origine par manipulation et furent bouleversés. Ils réclamèrent de rencontrer leur mère génétique sur Chétène, ce que les Chétènes acceptèrent sous conditions strictes. Malgré l'interdiction de s'unir aux terriens, certains Chétènes désobéirent et eurent des descendants hybrides. Punis, mais pour la plupart pardonnés, ils furent néanmoins isolés. Les généticiens poursuivirent en secret leur manipulation, créant des êtres mi-humains, mi-animaux, tandis que les Chétènes tentaient de garder le contrôle. Des tensions éclatèrent finalement entre eux, menant à la destruction de plusieurs de leurs propres installations et vaisseaux sur Terre. Note. Andreas rencontra plus tard dans le vaisseau un être se disant descendant direct de la race de la planète Nouvelle Chétène, un humanoïde à la peau très claire, aux cheveux blonds ondulés, aux yeux gris et au visage fin, au nez romain. Mesurant environ 1m70, doté de longues mains à 5 doigts, il dégageait une forte présence et rappait un Européen. Les 5 doigts aux mains, qui correspondent à l'humanité terrienne, ne ressemblent pas aux 4 doigts aux mains des Chétènes qui habitent Aldébaran, les planètes Ariane et Oro, et ceux allés sur Neu. Il y a possiblement eu des croisements de ces dernières races avec d'autres peuples pour constituer ces civilisations descendantes modifiées de Chétènes. Retour au récit de Dagolo sur l'histoire Chétène avec la Terre. Des guerres internes fragilisèrent leur colonie, déjà affaiblie par la perte de contrôle sur les hybrides. Puis un gigantesque météore en approche dangereuse de Chétène fut détecté et explosé en fragments dont plusieurs ont évité leur monde, sauf l'un d'eux qui provoqua des raz-de-marée gigantesques et des éruptions massives laissant la planète impropre à la vie. Ceci a aussi dévié la planète de sa trajectoire orbitale et elle finira détruite par collision. Elle deviendra la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Le choc bouleversera l'équilibre du système solaire, modifiant le climat terrestre et provoquant de terribles catastrophes naturelles. Ce cataclysme marqua la fin de la civilisation chétène et laissa sur Terre les traces de leur création, mêlées à l'humanité primitive. Note. Le contact extraterrestre avec Orfeo Angelucci fait le récit d'êtres qui disent avoir vécu sur une planète située entre Mars et Jupiter, qu'ils appelaient Lucifer et qui fut détruite, à cause de la négativité de leur monde, dont un chef appelé Lucifer comme leur monde, les amenait en opposition aux valeurs de la vie universelle. Il précise aussi que c'est le divin qui dévie des comètes ou astéroïdes pour les envoyer détruire des mondes arrivés dans une impasse évolutive et hautement négatifs, alors qu'ils ne sont pas au plus capables de les dévier de leur trajectoire faute de technologie supérieure. Les survivants se réfugièrent sur Mars et sur la jeune Terre. Ils adaptèrent leur corps en mêlant leur propre biologie à celle des formes de vie locales. Ainsi naquirent des humains descendants à la fois de la Terre et des étoiles. Ce projet devait permettre à la conscience humaine de grandir jusqu'à retrouver un jour sa véritable origine. Mais certains colons oublièrent cette mission. Ils se firent passer pour des dieux et imposèrent leur pouvoir, provoquant des cycles de destruction. Selon les habitants de Ariane, les récits de dieux venus du ciel ou d'anges déchus
garde le souvenir déformé de ces faits anciens. Les habitants de Ariane sont les descendants directs de cette ancienne lignée. Ils y vivent depuis des millénaires sur la planète Ariane en harmonie avec d'autres peuples issus des mêmes ancêtres, ceux d'Oro, de Gneu et de Pal. Chaque monde a développé sa propre apparence et sa propre culture, mais tous restent unis par une mémoire commune et un sentiment profond de fraternité. Sur Terre, les anciens Cheten fondèrent les civilisations disparues de Mu et d'Atlantide. Ces sociétés, avancées sur les plans spirituels et scientifiques, maîtrisaient les énergies naturelles, la gravitation et la communication mentale. Mais comme auparavant, l'orgueil et la soif de pouvoir rompirent l'équilibre. De grands cataclysmes détruisirent ces civilisations et effacèrent presque toute trace de leur existence. Dagolo explique qu'à chaque effondrement, certains survivants ont préservé des fragments de savoir qu'ils ont transmis aux générations suivantes. Ces connaissances sont réapparues dans les civilisations sumériennes, égyptiennes et précolombiennes. Des anciens mythes conservent encore la mémoire de ces influences venues du ciel. L'écriture elle-même, disent-ils, avait d'abord été conçue comme un langage universel de la pensée avant de devenir un simple outil. L'humanité actuelle est le résultat de ces lignées mêlées. Elle porte encore dans ses gènes l'empreinte de ses ancêtres stellaires, même si elle a oublié ses origines. Cet oubli devait permettre aux hommes d'évoluer par eux-mêmes et d'apprendre la compassion et l'unité. Leur confédération, composée entre autres d'Ariane, d'Oro, de Gneu et de Pal, veille toujours sur la Terre et cherche à maintenir l'équilibre des mondes et à aider les civilisations jeunes à grandir spirituellement. Ils interviennent rarement de façon visible. Ils préfèrent inspirer les esprits ouverts, semer des idées et des rêves pour aider l'humanité à se souvenir de son lien avec les étoiles. Leur société repose sur la coopération et la connaissance. Sur Ariane, il n'y a pas de hiérarchie comme sur Terre. Chacun contribue selon ses aptitudes à la recherche, à l'enseignement ou à l'équilibre du vivant. L'éducation commence très tôt et couvre les sciences, la philosophie, la musique et les arts liés à l'énergie. Leurs institutions sont des conseils de coordination, pas des gouvernements. Les décisions se prennent par consensus, sans contrainte. Leur longévité, environ 4700 années terrestres, leur donne une vision du temps qui écarte l'impatience et la violence. Les habitants d'Ariane n'ont pas de religion, mais une conscience élargie du vivant. Ils voient la matière comme une forme condensée de l'esprit et considèrent chaque être comme une expression temporaire de la même source. Chez eux, science et spiritualité ne font qu'un. Ils maîtrisent la télépathie et la téléportation, utilisent l'énergie du vide pour se déplacer et soignent par résonance vibratoire plutôt que par médecine classique. Leur architecture et leurs machines sont intégrées à la nature de leur monde, comme des systèmes vivants. Leur technologie spatiale est silencieuse et très avancée. Leurs vaisseaux, propulsés par fusion dans le vide, dépassent des milliers de fois la vitesse de la lumière. Circulaires ou en anneaux, ils ajustent leur déplacement à la densité de l'espace et volent sans bruit ni flamme. Les êtres d'Ariane vivent aussi à bord de grands vaisseaux laboratoires, de véritables cités itinérantes reliant leurs mondes alliés. Ils y accueillent des êtres d'autres systèmes, dans une confédération fondée sur l'échange scientifique et la fraternité. Leur culture vise la mémoire plutôt que la conquête. Ils se voient comme les gardiens d'une lignée ancienne qui a semé la vie sur plusieurs planètes. Ils regardent la Terre avec bienveillance, comme une sœur plus jeune encore en apprentissage. Ce qu'Andreas retient d'eux, au-delà de leur apparence et de leur vaisseau, c'est une paix intérieure. Un peuple qui a dépassé la peur, la mort et le besoin de dominer, pour se consacrer à comprendre et à préserver la lumière de la conscience dans l'univers. Un jeune homme est présenté à Andreas. Il s'appelle Krotke. Il a des cheveux châtains et des yeux clairs. Il explique qu'il est né sur ce vaisseau, qu'il a 130 ans selon leur temps, ce qui correspond à 17 ans pour la Terre. C'est un terrien, mais il n'a jamais vécu sur Terre. Il a grandi parmi eux et étudie la science et la technologie spatiale. Andreas est captivé. Krotke devient vite son guide et son âne. Krotke lui montre comment fonctionne le vaisseau. Le Zöbringer est une cité autonome. Il comprend des laboratoires, des logements, des jardins et même des lacs artificiels. Il est propulsé par 2 machines à fusion qui fonctionnent dans le vide et doivent chauffer 2 semaines avant d'être prêtes pour les longs trajets. Ces réacteurs fournissent une énergie stable et silencieuse à tous les systèmes. Pour Krotke, la clé de leur technologie vient de l'usage de la masse invisible de l'univers. Ce que les humains appellent le vide est, selon lui, rempli d'une énergie dense encore inexploitée sur Terre.
Les Chetaines savent en extraire la puissance pour alimenter la fusion et l'antimatière. Andreas ne comprend pas tout, mais perçoit une science différente de la nôtre, fondée sur la conscience et l'harmonie avec la matière. En se déplaçant dans le vaisseau, Andreas découvre un transport interne fait de couloirs courbes avec des tapis roulants. Ailleurs, des wagons transparents sans rails avancent grâce à des champs magnétiques invisibles. L'architecture est sans angle droit, faite de courbes et de surfaces lisses. La lumière semble émise par les parois. Le Zübringer abrite des êtres de 11 civilisations, chacun dans un espace adapté à son monde d'origine. Krotke lui parle du vaisseau mère auquel le Zübringer est rattaché. Ce géant long de 600 km et large de 510 km est composé de 11 anneaux reliés par des conduits autour d'un cœur lumineux. Il peut transporter 1,5 million d'êtres de multiples races et voyager à plus de 1900 fois la vitesse de la lumière. Au centre, une machine utilisant l'énergie du vide maintient le champ qui permet de se déplacer entre les dimensions. À l'intérieur, on trouve des forêts, des champs, des lacs et des créatures animales hybrides. Krotke explique le principe d'alimentation du module de vol de la navette qu'ils utilisent pour l'aller-retour sur Terre. L'appareil utilise la gravité terrestre en faisant tourner à très grande vitesse une tige gyroscopique traversant un anneau métallique plongé dans un milieu extrêmement froid. Ce système, comparable à un moteur électrique tournant des dizaines de milliers de fois plus vite, amplifie la gravité et permet de la contrôler pour le décollage ou l'atterrissage. Un schéma fait par Andreas montre les éléments essentiels: un milieu congelé, un plateau supraconducteur en rotation, un blindage et l'interaction entre la gravité terrestre et la poussée générée par des crans antigravitationnels. L'ingénieur Herbert Grunwald y voit un parallèle direct avec les expériences de Potleknov sur les disques supraconducteurs en rotation produisant une réduction mesurable du poids, ce qui rend la description d'Andreas techniquement cohérente. Pendant sa première nuit à bord, Andreas découvre qu'une équipe scientifique a implanté en lui, durant son sommeil, de minuscules électrodes destinées à relier son âme à un ordinateur pour analyser son corps et son esprit sans douleur. Un enregistrement de l'opération lui montre tout ceci ensuite. Des êtres en jaune manipulant son corps endormi, avant qu'un extraterrestre blond Chetaine ne transfère des données entre son cerveau et la machine, ce qui l'effraie profondément. Le Chetaine lui enseigne alors la relation entre âme immortelle et corps mortel, lui montre son propre esprit sortant du corps, puis lui révèle l'anatomie complète de son organisme et la faible capacité cérébrale des humains comparée à celle des extraterrestres. Les scientifiques déclenchent ainsi une exploration de sa mémoire. Andreas revit des scènes intenses de son enfance, si réalistes qu'elles le bouleversent, poussant Dagolo à interrompre l'expérience pour reprendre plus calmement la suite de son instruction. Dagolo montre à Andreas un minuscule dispositif qu'elle insère derrière son oreille, un amplificateur capable de multiplier par 100 000 la fréquence cérébrale, lui permettant de pénétrer et manipuler plus aisément l'esprit d'autrui, ce qu'elle a fait pour Andreas. Plus tard, Krotke lui présente des technologies médicales avancées, dont l'analyse du corps humain et les membres artificiels. Un Chetaine ayant perdu un bras et une jambe dans un accident avec des météorites révèle qu'ils ont été remplacés par des prothèses parfaitement fonctionnelles, bien que l'âme, elle, ne puisse jamais être remplacée. Lors d'une démonstration, Krotke lui montre la téléportation d'un objet. Il est désintégré dans un champ lumineux, puis reconstitué quelques mètres plus loin intact. Dans le laboratoire, Andreas voit des expériences avec l'eau, avec le son, et même le temps. Certaines manipulations créent un trou temporel, permettant de voir d'autres choses derrière ces déchirures du temps. On lui explique que ces déchirures permettent de visiter différentes époques et mondes. Cela lui paraît magique, mais Krotke précise que tout repose sur la compréhension des vibrations de la matière. Les repas à bord sont simples mais soignés. Les boissons colorées donnent une sensation d'équilibre et de force. Avant le transfert de retour, Krotke lui rappelle de bien s'hydrater. L'eau est essentielle pour la stabilité moléculaire pendant la téléportation. Au dernier repas, il lui est donné à manger des feuilles de légumes de différentes couleurs et une fleur bleue parfumée en dessert. On lui dit que le repas doit être léger, car c'est mauvais d'avoir le ventre trop plein avant la téléportation. Andreas s'exécute, conscient qu'il va bientôt partir. Krotke lui offre en cadeau une lampe type torche, mais avec un faisceau lumineux réglable et sans pile. C'est un cadeau qu'il peut ramener avec lui. Peu après, Dagolo indique à Andreas que son temps de visite est terminé et l'emmène à la salle de transfert. Elle lui prend la main et lui dit qu'ils se reverront peut-être un jour. Andreas est très ému.
Andreas est de retour dans la navette qu'il avait apportée sur le Zubringer, par le transfert de téléportation. Mais il n'y a pas eu de désinfection, car il venait de Zubringer. Il est accompagné par Krotke et un équipage de 3 Padiens et 2 femmes de Bneu. Puis le vol retour s'effectue. On lui demande de remettre ses vêtements terriens restés dans la navette. Après quelques temps de voyage, on lui demande d'aller vers la cabine de transfert de nouveau. Il reçoit des adieux de Krotke. Une lumière envahit la pièce, tout se dissout. Il a l'impression de tomber, puis plus rien. Quand il ouvre les yeux, il est étendu dans l'herbe à 100 mètres du point de départ, à quelques centaines de mètres de la ferme. Il ne sait pas de quelle hauteur il a été téléporté pour son retour. Il a sa lampe avec lui. Il est 19h, le soleil se couche sur la mer Baltique. Andreas se relève, encore étourdi. 3 jours se sont passés, 2 jours et demi. Il court à la maison, bouleversé. Sa mère l'accueille froidement. Il est parti sans prévenir, alors qu'on avait besoin de lui pour travailler à la ferme. Quand il raconte tout ce qu'il a vécu, personne ne le croit. Pour prouver ses dires, il montre l'objet offert à bord, la petite lampe métallique au faisceau lumineux de longueur réglable, inédit sur Terre. Son père, effrayé, la jettera discrètement plus tard. Cela crée un fossé durable entre eux. C'était sa seule preuve et souvenir de son contact. Atteint par cette incompréhension, Andreas quitte bientôt la ferme de ses parents. Il garde son secret en grandissant, convaincu d'avoir vécu quelque chose que personne ne croira. Pendant des décennies, il écrit tout ce qu'il a vu. Les êtres, leur monde, leur technologie, leur vision. Après la chute du mur de Berlin, il raconte son histoire sur un site internet qu'il a créé dans les années 1990. Revue de l'accueil sur son livre d'or, et par email où il est moqué et insulté, il fait disparaître le site et ne parlera plus de son histoire pendant des années. Il publie son livre, mais sous un pseudonyme, celui de Martin Wiesengrund, en 2000, et l'éditeur ne veut pas indiquer que c'est un contact extraterrestre, et le présente comme un livre de science-fiction. Le livre sera traduit en anglais et édité par Wendell Stevens dans sa collection des livres de contacts extraterrestres, sous le titre UFO Contact from Planet Ariane of Aldebaran. Wendell Stevens aidera Andreas à diffuser son histoire. L'enquêteur Herbert Grunwald rencontrera Andreas, il pourra interroger des témoins de l'époque et visiter les lieux, confirmant plusieurs éléments factuels de son récit, apportant de la crédibilité à son histoire. Andreas sera aussi connu pour un drame hospitalier qu'il a vécu beaucoup plus tard, en 2004, qu'il a laissé fortement handicapé et a failli le tuer, qu'il a dénoncé dans un ouvrage appelé « L'hôpital hypocrite », publié cette fois-ci sous son vrai nom en 2014 pour ses 72 ans, occasion où il a révélé que Martha Wiesengrund était son pseudonyme. Maria Orsic, médium autrichienne, a fondé après 1919 la société ésotérique Fémini, connue sous le nom de Vril Gesellschaft. Ses membres affirmaient recevoir par télépathie des messages d'extraterrestres ariens, originaires d'Aldébaran. Elles laissaient leurs cheveux longs, afin d'accroître la captation d'énergie éthérique pour améliorer leur capacité télépathique. Selon leur récit, les êtres d'Aldébaran auraient colonisé dans un lointain passé la planète nommée Malona, disparue depuis, donc la planète appelée Chetten dans le contact Andreas, puis Mars, avant de revenir sur Terre pour influencer la civilisation sumérienne. Ils auraient transmis leur langue, leur connaissance et instauré une lignée de dieux blancs à l'origine des premiers peuples civilisés. Les médiums de la société du Vril disaient également recevoir des plans de vaisseaux d'Aldébaran, dont les schémas auraient inspiré les programmes secrets de soucoupes volantes nazies, avec qui ils étaient en entente, de très hauts gradés nazis étant dans la société du Vril. L'Allemagne aurait développé une flotte complète grâce à ces informations, créant des bases en Antarctique et en Amérique du Sud, avant que cette flotte noire ne disparaisse du monde connu. Elle résiderait aujourd'hui dans le système d'Aldébaran. Ce qui est remarquable, c'est un dessin d'un vaisseau d'Aldébaran donné par Orsic, dont la forme générale montre une similarité importante avec le type de vaisseau Chetten dont Dagolo parle, elle qui dit venir d'Aldébaran. Il y a une convergence. Une autre convergence. Selon le contacté pléiadien Preston Nichols, il existerait 3 groupes de pléiadiens. Les pléiadiens du monde Ariane, on retrouve le même nom de planète que dans le contact avec Andreas, philosophes, pacifiques et rêveurs refusant le combat et toute ingérence. Et les pléiadiens d'Alderon, orientés vers l'action et considérés comme un équilibre entre réflexion et pragmatisme, mais non ingérants aussi. Et les pléiadiens d'Aldébaran, décrits comme un groupe plus guerrier, proche du courant d'Orion, pas attaché au principe de non-ingérence, et qui aurait contacté Hitler via Maria Orsic pour soutenir l'idée de préserver la race aryenne.
et qui sont prêts à toute manipulation pour protéger leurs semblables et arriver à leur but. Tout ceci apporte des informations croisées. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.